Une bille bleue marbrée de blanc. Ce cliché, c'est sans doute l'une des plus célèbres photographies de notre planète. Elle a été prise il y a maintenant plus de 50 ans, à une distance de 45 000 km, par l'équipage d'Apollo 17, alors qu'il se dirigeait vers la Lune, sans qu'on ne sache précisément qui de Ron Evans ou Harrison Schmitt a appuyé sur le déclencheur. Et si elle est devenue rapidement une véritable icône graphique de la NASA, c'est parce qu'il s'agissait alors de la toute première photo de la Terre, la montrant entière et éclairée dans son intégralité. À cet instant de leur voyage, les 3 hommes d'Apollo 17 avaient le soleil parfaitement dans le dos, et l'ensemble de la surface visible était illuminé, alors que toutes les représentations de la Terre proposées jusque-là étaient des assemblages de clichés pris à divers moments où une partie au moins de la planète se trouvait plongée dans la nuit. Pour la première fois donc, une photo prise à la main qui plus est, montre parfaitement les contours de la boule qu'est notre planète. On y embrasse du regard le sud de l'Afrique, Madagascar, la péninsule arabique tout au nord et une partie du continent antarctique tout au sud. Mais et si je vous disais que la Terre n'a pas toujours eu cette belle forme de sphère à peine évasée ? Et si je vous disais qu'il y a de cela 4,5 milliards d'années, il se pourrait bien qu'elle ait été, ne le prenez pas mal eh bien, plutôt plate. Salut les terriens, et non ce n'est pas une mauvaise blague, aujourd'hui on se penche sur les résultats d'une étude tout à fait sérieuse menée par une équipe de chercheurs de l'université de Central Lancashire en Angleterre sur la formation des planètes qui semblerait montrer que notre bonne vieille Terre, comme le reste de ses comparses tournant autour du soleil, pourrait bien avoir été dans leur jeunesse plate. Alors bon, pas plate comme des CD bien sûr, et oui je suis de la génération de ceux qui écoutaient des CD, mais c'est pas le sujet, non plutôt de la forme de quelque chose comme des Smarties. Voilà, la Terre, tout comme Mars ou Jupiter, a un jour été un Smarties. C'est pas moi qui le dis, c'est la science. Mais qu'est-ce qui peut bien avoir convaincu de respectables chercheurs d'une chose pareille, et pourquoi l'idée que l'on se faisait de la formation des planètes pourrait être complètement à revoir? Eh bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bon, peut-être qu'avant de se pencher sur ce qui a changé dans notre compréhension de la formation des planètes, eh bien il serait déjà bon de se rappeler comment on l'imaginait jusque récemment. Pour rappel, la théorie qui prévalait depuis longtemps, c'était celle de l'accrétion de cœur. Reprenons donc les choses au début. À l'origine du système solaire, il faut imaginer un nuage informe flottant dans le cosmos, quelque part dans un bras de la Voie lactée. Ce nuage informe est constitué d'hydrogène, d'hélium et d'autres poussières contenant dans une moindre mesure tous les atomes du tableau périodique recrachés un jour dans l'espace interstellaire par l'explosion en supernova d'étoiles anciennes. Ce qui fait d'ailleurs à proprement parler de vous, de moi et de tout ce qui nous entoure des poussières d'étoiles au sens propre. Mais passons là-dessus, on se garde ça sous le coude pour une prochaine vidéo. Ce disque donc, sous l'effet de sa propre gravité, s'effondre sur lui-même, en se contractant d'abord lentement, puis de plus en plus vite. Et comme à l'origine il n'était pas totalement immobile, qu'il tournait forcément légèrement sur lui-même dans un sens ou dans l'autre, cette rotation va s'amplifier au fur et à mesure de l'effondrement. Pour reprendre toujours la même image, c'est exactement comme la patineuse qui tourne plus vite en regroupant ses bras près de son corps. Le moment cinétique total étant conservé, plus la masse est regroupée, plus la vitesse augmente. Ce mouvement de rotation va alors sculpter peu à peu le nuage dans sa forme de disque, laissant le gaz s'effondrer dans le sens vertical, tout en le mettant en orbite autour de son centre sur le plan de l'écliptique. Au centre, la boule de matière se densifie jusqu'à atteindre le point critique qui enclenche les réactions nucléaires qui en font alors une étoile, et dans le reste du disque, eh bien c'est là que les premières différences apparaissent entre les théories. Jusque-là, on imaginait seulement que des fragments plus denses, comme des grumeaux dans ce disque de gaz, jouaient alors le rôle d'attracteurs et amassaient simplement de plus en plus de matière sur elles. En s'alourdissant, elles attirent alors d'autant plus les particules qui les entourent, et peu à peu, des boules se forment. D'abord de forme approximative, puis alors que leur taille augmente, la gravité leur fait prendre une géométrie de plus en plus sphérique, cette forme étant celle qui minimise la distance entre la masse et le centre de gravité, et qui est donc mécaniquement la plus stable. Cette idée de planète passant progressivement de la forme de patate grossière à celle de sphère colle de plus parfaitement aux observations que l'on peut faire des astéroïdes et comètes actuels. Les plus petits ont des formes aléatoires, non sphériques, voire franchement parfois étonnantes, comme le long cigare d'Oumuamua ou le genre de canard de bain de Tchouri, et ceci parce que, vu leur faible masse, leur gravité propre est assez faible pour permettre ces excentricités. Mais plus leur taille augmente, plus on se rapproche de la planète naine, plus la forme
forme de sphère se dessine, jusqu'aux boules visuellement parfaites des 8 planètes que l'on connaît tous. Ainsi, tous les astéroïdes que l'on observe aujourd'hui, si on les place du plus petit au plus gros, offrent alors une sorte d'arrêt sur image chronologique de la création d'une planète. D'abord informe, puis de plus en plus ronde, confirmant que plus une masse importante s'agrège, plus l'objet formé prend sa forme de boule. C'est donc de cette façon qu'on imagine nos futures planètes attirant à elles toute la matière répartie sur leurs orbites, les nettoyant en quelque sorte petit à petit jusqu'à s'y trouver presque seules. Voilà d'ailleurs ce que montre ce genre d'animation dans laquelle on voit chaque planète en devenir faire le ménage consciencieusement autour d'elle comme une boule de neige engluant tout sur son passage. C'est un processus long et progressif qui s'étalerait sur environ 100 millions d'années pour passer d'un champ de matière presque uniforme à une ébauche de planètes à peu près sphériques. Voilà, ça c'était la théorie qui faisait assez bien consensus jusqu'à présent, et ce pour tout type de planète, une petite patate attirant à elle les poussières et autres astéroïdes à la ronde pour devenir, millions d'années après millions d'années, la belle sphère que l'on connaît aujourd'hui. Sauf que il se pourrait bien que ça ne se soit pas vraiment passé comme ça, enfin pas exactement comme ça, et que l'histoire de la petite patate devenant grande ait été un peu plus spectaculaire que ça. Ces dernières années, 2 choses ont fait changer le regard des astrophysiciens sur ce scénario bien établi. D'abord, les observations, car jusqu'à récemment, pour comprendre la dynamique d'un système planétaire, nous n'avions sous la main qu'un seul exemple à étudier, le nôtre. Il dispose, vous savez, de 4 planètes telluriques internes et 4 géantes gazeuses externes, mais comment savoir si ce seul spécimen parmi les centaines de milliers que compte probablement notre seule galaxie est bien représentatif de la globalité ou constitue au contraire une exception ? Dans les années 90, enfin ont été réalisées les toutes premières détections d'exoplanètes et le voile a commencé à se lever sur ces systèmes lointains. Les moyens techniques évoluant, ce sont aujourd'hui plus de 5000 planètes orbitant d'autres systèmes qui sont aujourd'hui répertoriés, et s'il est encore assez délicat de se prononcer sur le détail de leur composition, on a en revanche des données assez solides sur leur taille et leurs orbites. Nous voilà donc avec sur les bras plus d'1 millier d'exemples de configurations de systèmes planétaires, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le maître mot est diversité. Taille et nombre de planètes, diamètre des orbites, il y a tout, et surtout, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, il y a un certain nombre de cas que l'accrétion de cœur que l'on décrivait juste avant a bien du mal à expliquer. On l'a dit, cette accrétion est un processus lent qui, pour un système comme le nôtre, se serait étalé sur une centaine de millions d'années. Or, on observe régulièrement la présence de planètes à la fois très massives et très éloignées de leur étoile, jusqu'à 100 unités astronomiques, c'est-à-dire 100 fois la distance Terre-Soleil, ou encore 3 fois plus loin que Neptune, la plus lointaine géante de notre système. Or, le modèle d'accrétion que l'on décrivait juste avant est malheureusement bien incapable d'expliquer la formation de ces géantes aussi éloignées. Le pourquoi de cette impossibilité est un petit peu complexe à décrire, mais résumons-le de cette façon. À la formation du disque protoplanétaire, plus le temps passe, plus la matière, sous l'effet de ses frottements internes, se rapproche de l'étoile. Donc pour former de vastes planètes loin du centre, il faut que cela se produise très rapidement. Pas le temps ici d'attendre 100 millions d'années si on veut garder assez de matière à grande distance pour former ces géantes. Donc de 2 choses l'une, soit ces planètes géantes que l'on observe se sont toutes d'abord formées plus près de leur étoile, puis ont migré vers l'extérieur par un mécanisme encore inconnu, soit il faut repenser la façon dont elles sont apparues en premier lieu. Et la nouvelle théorie capable d'expliquer la formation de ces planètes est celle dite de l'instabilité du disque. Dans ce nouveau scénario, on n'attend plus que des billes centrales agrègent particule par particule ce qui se trouve sur leur chemin façon boule de neige, on étudie directement les effets de ces grumeaux sur la dynamique de gaz du disque d'accrétion dès les premiers stades de sa formation. Et ce que l'on voit alors apparaître a une toute autre allure, car ce disque d'accrétion que l'on supposait stable sur de longues années, permettant aux planètes de piocher progressivement leur matière, serait en fait un objet dynamique et instable. Dès le départ, à diverses distances du centre, on voit rapidement se constituer des sortes de sous-disques, des vortex secondaires tourbillonnants, chacun correspondant à une planète en devenir. La vitesse à laquelle la matière est accumulée au centre de ces vortex est alors bien plus grande que dans le cas de l'accrétion, et les planètes gagnent dans ce cas la grande majorité de leur masse, non pas en 100 millions d'années, mais en quelques siècles ou millénaires au plus. Voilà qui permettrait d'expliquer la présence des géantes lointaines que l'on observe dans certains systèmes, puisqu'elles se seraient constituées en très peu de temps, alors que le disque était suffisamment étalé pour cela.
Une naissance alors un peu plus épique et intense que l'idée de la petite patate grandissant lentement pour devenir une boule. Les planètes principales seraient ici au centre de leur propre tourbillon géant au sein du nuage de gaz primordial. Et si ce modèle d'instabilité du disque a été évoqué sur le papier dès les années 70, ce n'est que récemment qu'elle a réussi à faire ses preuves de façon satisfaisante, et ce grâce au deuxième point qui a changé à jamais le regard des physiciens, l'explosion des capacités de calcul informatique, et donc l'arrivée de simulations infiniment plus puissantes. Car modéliser à la fois dans le détail et dans sa globalité la dynamique d'un nuage de gaz et de poussière s'étalant sur des millions d'années n'est pas exactement une mince affaire. La quantité de données, le nombre de particules mises en jeu et la complexité des interactions qui les lient est absolument phénoménale. Pour vous en donner une idée, dans le cadre de son étude, l'équipe de l'université de Central Lancashire, sous la direction du docteur Adam Fenton, a eu recours à plus d'un demi-million d'heures de calcul de la part des superordinateurs du centre de calcul d'Irak, l'un des plus puissants à la disposition des chercheurs britanniques. Et de ce demi-million d'heures de calcul ont émergé quelques résultats inattendus. Et parmi eux, le plus étonnant, c'est la forme des planètes obtenues. Car dans les premières phases de leur naissance, celles-ci se sont révélées, à l'étonnement des chercheurs eux-mêmes, ne pas être sphériques. Le docteur Dimitri Stamatelos, qui faisait partie de cette équipe de recherche, le résume ainsi : « Nous étudions la formation des planètes depuis longtemps, mais jamais nous n'avions pensé à vérifier la forme des planètes lors des simulations. Nous avions toujours supposé qu'elles étaient sphériques, nous avons donc été très surpris de constater qu'elles se révélaient être des sphéroïdes aplatis, assez semblables aux Smarties. Ce n'est que dans un second temps, alors que ces planètes refroidissent et que le tourbillon qui les entoure s'épuise enfin, qu'elles finiraient par adopter la forme qui est la leur aujourd'hui, celle de boules régulières, plus ou moins élargies à l'équateur par l'effet centrifuge de leur rotation sur elles-mêmes. » Bon, bien sûr, ces résultats sont pour l'heure uniquement théoriques, le fruit des simulations les plus poussées dont on est capable aujourd'hui. Mais dans le même temps, notre capacité d'observation de ces exoplanètes connaît elle aussi un boom, notamment avec l'arrivée du télescope spatial James Webb. Autant dire que les astrophysiciens ont maintenant les yeux rivés sur ces données pour savoir si, oui ou non, il serait possible de constater directement ou indirectement cet aplatissement des planètes fraîchement formées. Car oui, malheureusement, la forme précise des exoplanètes n'est pas une chose que l'on est capable de voir aujourd'hui. Il faut garder en tête que la grande majorité d'entre elles ne sont connues qu'à travers leurs effets sur leur étoile. On en a parlé dans un épisode spécial sur le James Webb il y a quelques semaines. On les repère par la baisse de luminosité temporaire qu'elles provoquent en passant devant leur étoile, par les effets Doppler sur sa lumière que leur rotation commune induit, ou encore par la spectroscopie qui permet de se faire une idée des principaux composants à sa surface. Mais très peu de ces exoplanètes ont aujourd'hui fait l'objet d'imagerie directe, c'est-à-dire basiquement d'une photographie permettant de les voir directement. Bon, il faut dire que distinguer à plusieurs années-lumière de distance le point minuscule d'une planète collée à côté d'une étoile 10 milliards de fois plus lumineuse qu'elle, c'est mission quasi impossible. Ce n'est qu'en 2008 qu'une équipe canadienne a réussi à prendre pour la première fois ces clichés du système HR 8799. Pour cela, l'étoile centrale a été cachée volontairement pour permettre aux planètes qui l'entourent d'apparaître, dont 4 sont facilement distinguables. Depuis, d'autres images directes d'exoplanètes ont été réalisées, mais aucune ne permettant de distinguer avec précision la courbure de leur sphéroïde. Il est donc impossible, à partir de cet âge flou, de savoir si ces planètes sont parfaitement rondes ou non. D'autant que pour voir l'aplatissement attendu, il faut en outre qu'il s'agisse d'un système pris sur le vif pendant les premiers siècles de sa formation, ce qui est extrêmement rare, et en plus qu'il soit vu parallèlement à son plan orbital. Car dans l'exemple que l'on regarde ici, les planètes sont vues depuis leur pôle, ce qui dans tous les cas ne permet pas d'apprendre quoi que ce soit sur cet aplatissement. Les chances d'obtenir un cliché net d'exoplanètes en observation directe, confirmant les résultats de l'étude d'Adam Fenton et son équipe, sont donc terriblement faibles. Mais pour autant, tout espoir n'est pas perdu. Plutôt que de miser sur un cliché montrant sans ambiguïté des planètes écrasées au milieu de leur tourbillon en pleine naissance par instabilité du disque, ce qui pourrait bien ne jamais arriver, une autre approche consiste à affiner encore leur simulation pour déterminer cette fois les effets de ce mode de formation sur d'autres paramètres des planètes, en particulier l'évolution de leur composition chimique, et de comparer ces prédictions aux observations de systèmes en formation que pourraient surprendre les spectromètres de James Webb. Une tâche de longue haleine, mais qui pourrait nous permettre de comprendre mieux comment notre monde est un jour apparu dans le cosmos. Sommes-nous donc certains à ce stade que la Terre a un jour été ce Smarties aplati ? Eh bien non, et voilà pourquoi.
Si le modèle d'instabilité du disque paraît de plus en plus crédible, il lui reste encore des zones d'ombre qu'il s'agirait d'éclaircir avant de remplacer complètement les anciennes théories. Par exemple, pour se former de cette façon, il faudrait que les planètes soient capables de refroidir rapidement à mesure de leur contraction, et aucune simulation ne montre aujourd'hui de quelle façon ce refroidissement serait possible. Et même si on devait finir de comprendre l'ensemble des mécanismes en jeu permettant un tel phénomène, il se pourrait encore que cette façon de créer des planètes ne soit pas la seule à intervenir, et qu'elle ne se contente de s'appliquer qu'aux géantes gazeuses, tandis que les planètes telluriques, comme la Terre, Mercure, Vénus ou Mars, se forment elles bien par accrétion sur des durées bien plus longues comme c'était envisagé jusqu'à présent. La science, vous le savez, est un long chemin, et chaque découverte ne fait que révéler l'étendue de nos incertitudes. Il faudra sans doute encore bien des études menées par bien des chercheurs en s'appuyant sur bien des heures de calcul numérique avant de statuer sur la façon dont notre planète s'est constituée depuis le nuage jusqu'au prochain chamboulement. Voilà les terriens, des planètes naissant plates dans un tourbillon de gaz surchauffé pour refroidir et s'arrondir par la suite, ou des patatoïdes agrégeant paisiblement la matière sur des millions d'années. Quel nouveau coup de pied dans la fourmilière de nos certitudes viendra encore tout remettre à plat, ce qui est le cas de le dire. Nous voilà en tout cas arrivés au bout de cet épisode. S'il vous a plu, n'oubliez pas le pouce, partagez, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines émissions, et quant à moi je vous retrouve mercredi pour les actualités de la Starbase. Ciao les terriens.